Dans le cadre du parcours Pensée et Imagination, nous allons procéder à la lecture linéaire d'un texte de Fontenelle, La Dent d'Or. Avant de commencer cette lecture linéaire, que doit-on savoir sur l'auteur? Fontenelle a vécu quasiment 100 ans et il a vécu en partie sur le XVIIe siècle et en partie sur le XVIIIe siècle. Le texte que nous allons étudier a été écrit au XVIIe siècle. Fontenelle est un écrivain et un scientifique français. Il a écrit plusieurs textes, de l'origine des fables, les entretiens sur la pluralité des mondes, mais ce qui nous intéresse, c'est l'histoire des oracles. L'histoire des oracles est un essai dans lequel Fontenelle dénonce la superstition, les miracles et dans lequel il sème le doute sur le surnaturel. Il est intéressant pour commencer de se demander ce que signifie ce fameux mot oracle. Il a plusieurs significations, réponse d'une divinité à la personne qui la consulte. Ça peut être donc la parole divinatoire inspirée par cette divinité. Et de ce fait, puisque c'est une parole qui vient d'une divinité, c'est une parole qui fait autorité. Donc vous devez surtout retenir la connotation religieuse de ce terme oracle, et donc puisqu'il y a une connotation religieuse, son lien avec le surnaturel et l'irrationnel. Or, Fontenelle tient à défendre une démarche rationnelle et scientifique. Donc pour lui, un oracle est une histoire imaginaire, fictive et donc peu fiable. Donc il est nécessaire de s'en méfier. En introduction, vous commencez par contextualiser. Vous pouvez rappeler qu'au Moyen-Âge et encore au XVIIe siècle, l'enseignement universitaire est imprégné par les croyances religieuses et que l'éducation fonctionne selon ces principes-là, même si par ailleurs les sciences et le rationalisme progressent. Fontenelle, qui a vécu quasiment 100 ans et donc à la fois sur les XVIIe et sur les XVIIIe siècles, est bien considéré comme un précurseur des philosophes des Lumières, et notamment par sa volonté affirmée de vulgariser la réflexion scientifique. Vulgariser, c'est mettre à la disposition du vulgus, c'est-à-dire du peuple, pour reprendre la signification latine. Donc il s'agit de mettre à la disposition du peuple, donc de tous, la réflexion scientifique. Dans son Histoire des oracles, publiée en 1687 et qui s'inspire d'un traité latin, il cherche à discréditer les oracles, les superstitions et à refuser le merveilleux et le surnaturel. Dans l'Histoire de la Dent d'Or, grâce à une argumentation indirecte, puisqu'il utilise le biais d'une histoire pour apprendre à se méfier des histoires, ce qui est un joli paradoxe, il va chercher à dénoncer la naïveté et la bêtise des gens trop crédules, de faire la satire des pseudo-universitaires et des faux scientifiques, tout en prônant, à contrario, une démarche très rationnelle et très scientifique. Le texte que nous allons étudier comporte 3 mouvements. Le premier, qui correspond au premier paragraphe, contient l'énoncé de la thèse de Fontenelle. Le second mouvement, qui contient les deuxième et troisième paragraphes, est le récit de l'anecdote qui va servir la démonstration de l'écrivain. Et le troisième mouvement, qui correspond au quatrième paragraphe, permet de conclure la réflexion et d'élargir le propos de l'auteur. Plusieurs problématiques sont possibles, elles sont de toute façon très proches les unes des autres. On peut se demander comment l'auteur, grâce à cet apologue de la Dent d'Or, cherche à critiquer les faux raisonnements et à valoriser la démarche scientifique. On peut se demander comment ce récit amusant, plaisant d'une supercherie est au service d'un plaidoyer pour la démarche scientifique. Ou bien on peut se demander en quoi Fontenelle mène un réquisitoire convaincant et persuasif contre une imagination qui peut se substituer dangereusement à la science. Ces 3 problématiques sont fondamentalement très proches. Vous procédez ensuite à la lecture du texte. Il serait difficile de rendre raison des histoires et des oracles que nous avons rapportés sans avoir recours aux démons. Mais aussi, tout cela est-il bien vrai ? Assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Il est vrai que cette méthode est bien lente pour la plupart des gens, qui courent naturellement à la cause et passent par-dessus la vérité du fait. Mais enfin, nous éviterons le ridicule d'avoir trouvé la cause de ce qui n'est point.
Ce malheur arriva si plaisamment sur la fin du siècle passé à quelques savants d'Allemagne que je ne puis m'empêcher d'en parler ici. En 1593, le bruit courut que les dents étant tombées à un enfant de Silésie âgé de 7 ans, il en était venu une d'or à la place d'une de ses grosses dents. Horatius, professeur en médecine à l'université de Helmstadt, écrivit en 1595 l'histoire de cette dent et prétendit qu'elle était en partie naturelle, en partie miraculeuse, et qu'elle avait été envoyée de Dieu à cet enfant pour consoler les chrétiens affligés par les Turcs. Figurez-vous quelle consolation et quel rapport de cette dent aux chrétiens et aux Turcs. En la même année, afin que cette dent d'or ne manquât pas d'historiens, Rulandus en écrit encore l'histoire. 2 ans après, Ingoldstorus, un autre savant, écrit contre le sentiment que Rulandus avait de la dent d'or. Et Rulandus fait aussitôt une belle et docte réplique. Un autre grand homme, nommé Libavius, ramasse tout ce qui avait été dit sur la dent et y ajoute son sentiment particulier. Il ne manquait pas autre chose à tant de beaux ouvrages, sinon qu'il fût vrai que la dent était d'or. Quand un orfèvre l'eut examinée, il se trouva que c'était une feuille d'or appliquée à la dent avec beaucoup d'adresse. Mais on commença par faire des livres, et puis on consulta l'orfèvre. Rien n'est plus naturel que d'en faire autant sur toutes sortes de matières. Je ne suis pas si convaincu de notre ignorance par les choses qui sont, et dont la raison nous est inconnue, que par celles qui ne sont point, et dont nous trouvons la raison. Cela veut dire que non seulement nous n'avons pas les principes qui mènent au vrai, mais que nous en avons d'autres qui s'accommodent très bien avec le faux. Fontenelle, Histoire des oracles, 1687. Commençons par le premier mouvement du texte, celui qui présente la thèse de l'auteur. La première phrase est construite sur une antithèse qui va annoncer au fond le programme de tout le texte, qui sera construit aussi autour de cette antithèse, entre les croyances, et on le voit avec le champ lexical des croyances, on a histoire, oracle et démon. Et ce champ lexical s'oppose au lexique de la raison. Nous avons le mot raison qui est employé, et nous avons l'adjectif qualificatif vrai qui termine la phrase. Donc on a bien la raison et la vérité qui s'opposent à ce champ lexical des croyances. Apparemment, Fontenelle fait une concession et semble accepter que l'on explique le surnaturel, les oracles, en s'appuyant sur des démons. Mais l'utilisation du conditionnel, il serait difficile, et l'utilisation de la conjonction de coordination mais d'opposition montre que, au fond, Fontenelle refuse de céder à ce faux raisonnement et à ce recours au surnaturel. Et la question rhétorique montre bien le doute qui est en Fontenelle et qu'il veut communiquer à son lecteur. La deuxième phrase se présente comme un conseil donné au lecteur, et cela grâce à l'impératif « assurons-nous » à la première personne du pluriel. Et on comprend qu'on est bien dans une stratégie argumentative qui est mise en place ici par Fontenelle. Par ce « nous », il s'implique dans le propos et il crée une connivence avec le lecteur. Tous deux sont concernés par cette ligne de conduite. Cela veut dire qu'il incite le lecteur à raisonner comme lui et à adopter sa démarche. Et cet impératif « assurons-nous » est un conseil très très fort. Donc il est révélateur de la thèse de Fontenelle, il faut s'assurer des choses, c'est-à-dire qu'il faut raisonner de manière très rigoureuse et dans un ordre très précis. Donc il faut éviter la précipitation. Cette précipitation qui est évoquée grâce à la préposition « avant », c'est-à-dire qu'il y a bien un ordre à adopter dans une démarche scientifique. On s'assure d'abord du fait et ensuite seulement on va questionner les causes. La troisième phrase complète l'idée précédente, elle met en valeur les faits qui sont importants pour l'auteur. On a un chiasme antithétique entre faits
les faits et les causes. La répétition du mot vrai, on l'avait déjà vu, il est de nouveau employé ici, montre bien combien pour l'auteur, sa démarche s'appuie sur une quête de vérité et non sur les notions de mensonge, de fiction, d'oracle et de supercherie qu'il rejette. Donc pour lui, la cause doit être vraiment subordonnée aux faits. Cette phrase présente de nouveau une objection, une concession. Il est vrai que cette méthode est bien lente, et en fait, il regrette que sa démarche soit peu appliquée, et il trouve une explication à cela. Pourquoi les gens adoptent si peu cette démarche? Eh bien, parce qu'elle demande du temps. Effectivement, la démarche scientifique est une démarche qui est lente. On a ensuite le raisonnement concessif qui se poursuit. Dans l'utilisation de la première personne, nous éviterons le ridicule, et on voit que de nouveau il s'implique et qu'il demande au lecteur d'adopter sa démarche. On comprend que Fontenelle prône l'expérimentation, l'approche empirique avant la théorie. Il faut d'abord faire l'expérience des faits. Il faut donc, le mot fait est important, et il est important pour lui. Il faut expérimenter les faits et les choses avant de raisonner dessus. Il faut vérifier le fait avant de rechercher les causes. Et c'est cette démarche-là, vérifier la véracité, l'exactitude avant de chercher les causes, qui permettra d'éviter le ridicule, le mot est employé. Or, être ridicule, c'est quand on rit de vous, c'est être peu crédible et peu fiable. Et l'utilisation du futur de certitude, nous éviterons, confirme le bien fondé de cette approche. Si on n'adopte pas cette démarche, on prend vraiment le risque d'être ridicule. Et la négation sur laquelle s'achève la phrase n'est point, précise vraiment l'absurdité possible, à laquelle peut aboutir une démarche contraire, c'est-à-dire que si on ne fait pas comme suggère de faire Fontenelle, on va trouver la cause de ce qui n'existe pas, de ce qui n'est point. Et ça, c'est ridicule. Dans la première partie, l'auteur nous a donc brièvement présenté sa thèse, qui est une valorisation d'une démarche scientifique extrêmement rigoureuse. Et après avoir donné sa thèse, dans un deuxième temps, il va illustrer cette thèse dans le second mouvement du texte. La deuxième partie du texte va mettre en scène cette situation ridicule dont on est victime si l'on n'adopte pas une démarche rationnelle. Donc on voit que l'auteur opte pour un raisonnement déductif, puisqu'il a d'abord annoncé sa thèse et qu'ensuite il a l'intention de donner son exemple qui aura valeur d'illustration. Donc en effet, Fontenelle maintenant va introduire une anecdote en s'impliquant personnellement, en utilisant la première personne du singulier, je ne puis m'empêcher d'en parler. On trouve ici le principe propre au classicisme du placere, docere, plaire pour enseigner. On le trouve dans l'antithèse malheur plaisamment. Donc nous nous doutons que si ce malheur est présenté, c'est qu'en fait nous pourrons en rire, et si nous pouvons en rire, nous pourrons sans doute en être instruits. Le déterminant démonstratif ce malheur permet de comprendre qu'il s'agit de la reprise du fameux ridicule qui était évoqué juste avant, à savoir chercher la cause de ce qui n'est peut-être point. Alors, puisqu'il va nous raconter une anecdote, il va nous donner le contexte spatio-temporel. C'est le siècle passé, et cela concerne quelques savants d'Allemagne. La phrase suivante est encore plus explicite pour le contexte spatio-temporel, 1593, la Silésie. Donc on a un très fort ancrage spatio-temporel, ce qui est assez surprenant. En principe, les apologues traditionnels se situent dans un contexte atemporel, il était une fois. Ici, ce n'est pas le cas, donc Fontenelle modifie les conventions de l'apologue, peut-être pour bousculer le lecteur dans ses habitudes. Le recul géographique et spatial, un siècle en Allemagne, est une façon de faire semblant de ne pas prendre pour cible ses contemporains. On a l'évocation d'un personnage, un enfant, et un fait, une dent d'or à pousser. Et le mot, d'ailleurs, est répété
Alors, tout cela n'est pas confirmé, hein, cette dent d'or qui pousse, on comprend hein, que c'est un bruit qui court, et donc qu'il s'agit d'une rumeur. On comprend tout de suite qu'on n'est pas dans un domaine très rationnel et très scientifique. On est donc dans le début de l'anecdote qui va servir d'exemple, on est donc dans la situation initiale, un enfant a une dent d'or. Et c'est un fait extraordinaire et hors du commun. Fontenelle feint de façon très moqueuse dès le départ d'adopter une rigueur scientifique dans sa façon de raconter. Il y a une cause, l'enfant a perdu ses dents, il y a une conséquence, la dent d'or a poussé. Alors va commencer le récit d'une succession d'erreurs de raisonnement et présentée de façon très ironique. Il s'agit pour l'auteur de se moquer et de présenter de façon très plaisante ce qu'il veut critiquer et dénoncer. Donc il va falloir décrédibiliser et ridiculiser ce qu'il veut critiquer, qui est une façon peu rigoureuse de réfléchir. Et il a d'ailleurs employé le mot ridicule et il va ici faire preuve d'humour. La fameuse rumeur va déclencher une succession de réactions de la part de 4 savants qui vont interpréter différemment ce phénomène. Donc ce sera l'occasion pour Fontenelle de faire la satire de ces universitaires orgueilleux qui n'adoptent pas une vraie démarche scientifique. Au lieu de faire l'expérience de la chose, ils vont bâtir des théories imaginaires. On commence donc avec le personnage d'Horatius, qui est évoqué, qui est caractérisé dans une incise, professeur en médecine à l'université de Helmstadt, un titre qui semble le rendre digne de confiance, il devrait faire autorité. Il est à noter que ce savant existe. Le verbe modalisateur prétendit indique bien l'erreur dans laquelle il s'engage. Donc Fontenelle nous fait comprendre hein, que le professeur a fait erreur. Donc il condamne son interprétation religieuse et surnaturelle, providentialiste des événements, puisque Horatius prétendit que sa dent d'or était en partie naturelle et en partie miraculeuse et qu'elle avait été envoyée par Dieu pour cet enfant. Donc, s'il a une dent d'or, c'est une volonté de Dieu. C'est cela, l'interprétation providentialiste, c'est-à-dire qu'on trouve une raison divine à tous les événements. Et donc, la volonté de Dieu est évidente dans chaque événement. On a un parallélisme de construction, en partie naturelle, en partie miraculeuse, qui donne presque l'impression que Horatius, au fond, ne parvient pas à trancher cause naturelle, cause divine, un peu les deux, il sait pas bien. On notera le décalage, de toute façon, et l'absence de lien logique entre la dent d'or et la guerre entre les Turcs et les chrétiens. Et ce décalage-là, tout à fait comique, décrédibilise la théorie de Horatius. Figurez-vous quelle consolation et quel rapport de cette dent aux chrétiens et aux Turcs. On voit bien que évidemment que pour Fontenelle, la dent d'or ne peut pas réconforter les chrétiens, il n'y a aucun lien. Donc Fontenelle incite le lecteur à se poser ces questions, quel est le lien? Donc il incite le lecteur à s'opposer à ce finalisme chrétien, hein, s'il y a une dent d'or, le but a été voulu par Dieu, donc il le fait avec ironie, notamment avec l'impératif, figurez-vous, qui est une façon d'impliquer son lecteur, d'exhorter le lecteur à se représenter les choses et à y réfléchir. Donc il veut inciter le lecteur à faire usage de raison pour sortir des superstitions. Donc au fond, ce qu'il reproche à ce professeur d'université, c'est d'agir comme un religieux, comme un prédicateur, comme un prêtre. Le polyptote, consolation, hein, de mots déclinés qui vont ensemble, de la même famille, permet d'insister sur ce vocabulaire bien peu scientifique. La consolation n'entre pas dans le domaine de réflexion d'un scientifique. Dans la phrase suivante, l'auteur évoque la démarche très peu scientifique de Rulandus, qui consiste à écrire un récit. Et le polyptote du mot histoire, avec historien, dévalorise cette pseudo-démarche scientifique. Et la proposition de but, afin que cette dent d'or ne manque pas d'historien, montre bien que ce n'est pas un but recevable, écrire pour qu'il y ait des histoires. On a ici un vocabulaire affectif, sentiment, puis on avait consolé, consolation, qui montre l'absence de rigueur, ce vocabulaire-là n'étant pas lié au vocabulaire scientifique en principe.
L'écrivain utilise un présent de l'indicatif qui est un présent de narration, donc il quitte les temps du récit pour présenter son anecdote de façon très vivante. Rulandus en écrit encore l'histoire. Ensuite, on passe au troisième savant. On a d'ailleurs une énumération de noms latins de tous ces savants. Il est vrai que les scientifiques de l'époque écrivaient en latin. On a l'impression que tous ces professeurs au nom latin défilent mécaniquement. Ils s'appuient sur leurs propres écrits et non pas sur des faits. Ils ne s'intéressent qu'à des polémiques, écrire contre le sentiment d'un autre qui va vous répondre en retour une belle et forte réplique. Belle et forte réplique est une expression ironique qui s'appuie sur une antiphrase. Et bien sûr que pour Fontenelle, ce n'est pas une belle et forte et docte réplique. En revanche, le mot réplique appartient au domaine du théâtre. Et donc, on a vraiment l'impression que l'université n'est qu'une scène théâtrale où les professeurs défilent et interprètent un rôle comique. Et ce qui permet la satire, la critique plaisante de ces personnages. On comprend que le discours universitaire se referme sur lui-même, puisque le discours universitaire parle de discours universitaire. Les écrits d'un savant parlent des écrits d'un autre savant, sans prise directe avec le monde extérieur. On a des antiphrases, belle et docte réplique, ou grand homme, qui montrent bien, qui viennent appuyer cette satire. Au passage, on peut préciser que Rulandus et Ingolstatorus n'existent pas, ce qui ajoute peut-être à l'impression de personnages de comédie à la Molière. On a ensuite un dernier intervenant, Libavius, qui est aussi présenté de manière ironique, avec ce fameux autre grand homme. Cette ironie se sent aussi par l'opposition, l'antithèse entre le grand homme qui va ramasser ce qui a été dit par ailleurs, ramasser ayant ici une connotation péjorative, on ramasse ce qui traîne. En fait, sa démarche à ce Libavius consiste à compiler, c'est-à-dire résumer, reprendre ce que les autres ont écrit. De plus, l'utilisation du terme sentiment, qui n'a pas de connotation scientifique ni rationnelle, montre bien l'aspect très péjoratif. Libavius, tout comme Horatius d'ailleurs, a vraiment existé. C'est un mélange donc de savants réels et fictifs, et ces savants réels rendent vraisemblable l'anecdote, et les savants fictifs permettent de la rendre plaisante et drôle. La dernière phrase de ce mouvement, il ne manquait autre chose à tant de beaux ouvrages, sinon qu'il fût vrai que la dent était d'or, conclut l'anecdote. On est dans la chute de l'histoire et la révélation de la supercherie. Il aurait fallu que la dent d'or soit vraie, mais ce n'est pas le cas. Donc on finit avec de nouveau une hyperbole ironique, tant de beaux ouvrages pour poursuivre la satire. On a une tournure impersonnelle, il ne manquait, qui est à la forme négative, qui va introduire l'absence de vérité, sinon qu'il fût vrai que la dent était d'or. L'emploi du subjonctif, qu'il fût vrai du subjonctif imparfait, confirme le côté virtuel du fait. Donc cette dernière phrase signifie que la seule chose qui manquait à tous ces livres, au fond, c'était juste que l'histoire soit vraie. On arrive à la révélation de la supercherie, donc il s'agissait en réalité d'une fine feuille d'or appliquée sur la dent et non pas une dent en or. C'est un dernier intervenant qui la découvre, un orfèvre, nous dit-on, un spécialiste en or. Ce n'est pas un savant, ce n'est pas un professeur, donc, mais un modeste artisan anonyme, on n'a pas son nom, qui s'est contenté d'observer la dent. Et donc, ce dénouement est bien l'illustration, l'exemple de la thèse initiale. Il aurait fallu commencer par consulter cet orfèvre et donc vérifier d'abord le fait dans une démarche expérimentale avant de faire des livres, avant de raisonner sur ce fait. Donc nous comprenons que la chronologie de la démarche scientifique que prône Fontenelle n'a pas été suivie. On a un parallélisme de construction, on commença par faire des livres et puis on consulta l'orfèvre, on consulta, qui témoigne de la tentation d'analyser trop vite les faits, sans s'assurer auparavant de leur véracité. On a deux connecteurs logiques,
la conjonction de coordination et l'adverbe puis, un seul aurait pu suffire, les deux se renforcent et montrent bien l'incohérence qu'il y a eu, les choses n'ont pas été faites dans le bon ordre. Fontenelle, avec cette anecdote, a pris pour cible les faux savants qui se ridiculisent puisqu'ils n'adoptent pas une démarche scientifique, donc une démarche rigoureuse. Cette anecdote fonctionne donc comme un contre-exemple du raisonnement scientifique valorisé par Fontenelle. Il ne faut pas faire comme dans cette histoire-là. Ensuite, l'écrivain va conclure, on arrive dans la troisième partie de son texte, il va conclure son apologue en présentant sa morale. Fontenelle arrive donc au moment où il veut tirer la leçon de son récit, et cette leçon va servir de conclusion. C'est donc pour lui le moment d'instruire, comme dans tout apologue, dans une volonté d'enseignement. On est donc maintenant dans un registre didactique. Il élargit son propos, il faut universaliser sa pensée, grâce au pluriel, toutes sortes de matières. Il s'agit maintenant de faire la même chose, d'appliquer sa démarche pour tous et dans toutes sortes de sujets. On le sent aussi avec l'analogie, il faut en faire autant, et le présent de vérité générale. Tous ces procédés amènent à l'universalisation. La phrase suivante montre d'abord l'implication de Fontenelle, encore, par le pronom personnel de première personne, je, puis il va généraliser, avec encore un présent de vérité général. Il s'appuie sur des termes abstraits du champ lexical de la philosophie, raison, répété, principe, vrai, faux. On a le polyptote du verbe être, puisqu'il est décliné, né, suis, sont, est, ne sont point. Cela souligne que Fontenelle s'intéresse désormais à l'essence des choses, comme le ferait un philosophe ou un moraliste. À l'aide d'un parallélisme de construction, il montre que la vraie ignorance n'est pas d'ignorer la cause d'un fait, mais plutôt de trouver la cause d'un fait qui n'existe pas. La phrase suivante contient une construction aussi encore complexe, avec des éléments symétriques et antithétiques qui s'appuient sur des négations, et cela permet de conclure de manière percutante le texte. On a les choses qui sont, qui s'opposent aux choses qui ne sont point, la raison nous est inconnue, qui s'oppose à dont nous trouvons la raison. Nous n'avons pas les principes, mais nous en avons d'autres, qui mènent au vrai, ou qui s'accommodent très bien avec le faux. On a comme cela donc quatre structures qui s'opposent. Et dans la dernière proposition subordonnée relative, qui s'accommode très bien avec le faux, on a une véritable mise en garde contre la tentation non seulement de la superstition, mais aussi de la paresse intellectuelle. Il s'agit en effet de mettre en garde contre cette tentation de la paresse intellectuelle, puisque les principes qui mènent au vrai demandent un effort et du temps. Et cette paresse intellectuelle et cette superstition sont des ennemis de la vérité. Fontenelle use de nouveau de la première personne du pluriel pour créer une connivence avec le lecteur, qu'il imagine, qu'il suppose d'accord avec lui, et pour donner une dimension universelle à son constat. Fontenelle a donc recours à un apologue, ici, un récit à valeur didactique, afin de démontrer que pour atteindre la vérité, l'expérience des choses doit devancer la théorie. Son histoire amusante et plaisante montre que ce précepte doit être suivi, sous peine d'être ridicule. Et il crée une connivence avec le lecteur auquel il s'adresse. Il parvient en même temps à mener un réquisitoire à l'encontre des croyances et superstitions qui peuvent perdurer en l'absence d'une vraie démarche scientifique. Et de ce fait, il dénonce l'université archaïque et trop imprégnée des principes chrétiens. Les professeurs de l'université sont des prédicateurs, alors que Fontenelle souhaite des savants qui libèrent les hommes de leurs préjugés en faisant usage de leur raison et de leurs croyances. Indirectement, il pointe du doigt aussi la religion et la foi, qu'il juge contraires à la raison. Elles ont beaucoup de poids sur les mentalités de l'époque. L'imagination peut donc s'avérer dangereuse quand elle prend faussement l'apparence du savoir et qu'elle se substitue à la science. Et d'une façon générale, pour Fontenelle, il faut se méfier dans la vie d'une imagination débordante qui pourrait occulter la vérité et nous éloigner du réel. Et pourtant, il sait que l'imagination peut être une arme efficace, qu'il utilise lui-même pour défendre une idée et pour la rendre plus concrète aux yeux du lecteur. La Fontaine et Fontenelle connaissent le pouvoir des fables, pour reprendre le titre d'une fable de La Fontaine. Mais ils savent aussi, paradoxalement, qu'il faut se méfier de l'imagination. La Fontaine incite à se méfier de cette imagination. On peut citer par exemple La laitière et le pot au lait, qui s'achève en ces termes : « Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux, une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. »
Fontenelle est donc bien un précurseur des Lumières et un trait d'union entre La Fontaine et ses fables, et Voltaire et ses contes philosophiques. C'est aussi un homme de son temps, grand admirateur de Descartes et de son discours sur la méthode. Et cette fameuse méthode, on la retrouve ici. Un premier point qui est absence de précipitation. Prenons notre temps quand nous raisonnons. Et le deuxième point, c'est assurons-nous que ce sur quoi nous travaillons est vrai avant de raisonner et de réfléchir dessus.